Salut à tous, c'est Banque Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Madame Lady Lipasco. Et comment tu vas? Tu te sens bien? T'es cool? Oui, je suis cool, je suis toute prête pour la colloque. Ouais. Alors, Lee sera avec nous à la convention à Nice. Là, on a des bonnes nouvelles aussi sur l'enquête que vous avez, vous, remplie, les francophones. Ça a été validé au niveau international. Et donc, là, on était en train de s'occuper pour que ce soit diffusé dans plus de pays. Donc, ça va être vraiment génial. On va avoir certainement bien plus de retours, je suppose, que ne l'avait eu José à l'époque. Donc, on va avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Tiens, d'ailleurs, avant même de commencer, un point que souvent avec Lee, on partageait, notamment avec le retour de l'enquête, c'était de se dire, la méthode Silva n'a pas nécessairement touché beaucoup de personnes jeunes. Alors, on revient dessus parce que initialement, vous vous souvenez que José avait développé avec Isabella cette notion pour qu'elle devienne clairvoyante. Et il a travaillé, ses premiers groupes de travail, c'était sur les enfants. Alors, c'est vrai que moi, j'ai assimilé, et à tort, on vous expliquera après ce que Ed nous a dit, mais j'avais assimilé à tort que pendant un moment, la méthode touchait peut-être davantage les enfants, en tout cas les jeunes, je ne dis pas forcément les enfants, mais les jeunes, plutôt que des personnes, on va dire, mûres. Or, dans le sondage, là, nous, dans les résultats qu'on a eus avec Lee, on s'est dit, tiens, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait la méthode, on va dire, autour de la quarantaine, qui ont autour de la quarantaine et plus, jusqu'à 80, etc. Et j'en ai parlé la dernière fois, on était en correspondance avec Ed parce qu'on aimerait vous refaire un podcast avec, mais en ce moment, il est fatigué, donc ça ne va pas se faire pour l'instant. Mais il est toujours super sympa, il nous répond. Et je lui fais la remarque. Et là, il nous dit, et Lee était aussi étonné que moi parce qu'elle n'avait pas eu l'information, que la méthode n'a jamais vraiment touché les jeunes hommes, jeunes femmes, on va dire en dessous de 30 ans. Ce n'était pas l'élément le plus central de la méthode. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et toi aussi, tu étais étonné à ce sujet-là. Oui, surtout puisque le tout premier séminaire en 1966, c'était à l'université, donc ils étaient tous larges étudiants, quoi. Bien sûr. À moins que c'était des gens mûrs étudiants, mais. Et donc, mais apparemment, depuis, ça a été plutôt justement les adultes mûrs, quoi. Donc, moi aussi, j'étais très surprise. Mais tu vois, moi j'ai trouvé que c'était super comme retour parce que moi qui me disais, ouais, mais c'est pas quoi, je comprends pas pourquoi la méthode ne touche pas les plus jeunes, etc. Tu sais, je me dis, on déconne d'un point de vue marketing, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et là, entendre un ancien qui nous dit, t'inquiète, en gros, si on reprend des pures notions de marketing, la cible n'est pas les 15-25 ans ou les 15-30 ans. La cible, c'est du 35 plus. C'est pas la même chose. Et dès lors, je trouve que c'est vachement sympa parce que bien sûr que ça peut toucher tout le monde. Bien sûr que Lee propose le séminaire enfant. Il y a d'autres instructeurs qui proposent le séminaire enfant en France, en francophonie. Oui, en fait, on a plusieurs, mais ils ne sont pas tous actifs. Mais j'ai formé, à l'époque, j'ai formé au moins 4 instructeurs pour faire le cours enfant. Donc il y a vraiment… Il y en a des nouveaux aussi cette année. Oui. Donc, il y a plein de possibilités pour les enfants. Mais normalement, c'est de 7 à 13 ans quand même. Ouais. Et dans certains pays, ils ont un cours spécialement pour les adolescents que je trouve génial. Quand je me rappelle mon adolescence, si j'avais eu la méthode Silva pour m'aider, ça aurait vraiment changé ma vie. Mais voilà, donc il y a… La plupart des adolescents sont trop occupés avec leur vie, justement, de venir à un cours qui est recommandé par leurs parents, n'est-ce pas? Oui, d'autant plus. Il y a des parents qui conseillent ça, il y a de la réactance, donc c'est assez normal. Mais j'ai trouvé que c'était… en tout cas, c'est intéressant de se dire que la méthode est orientée, on va dire, si la cible, et c'est plutôt des personnes qui sont adultes, qui sont posées. D'où le fait d'ailleurs, et après quand tu y repenses, parce que tu sais, j'y ai repensé, je me suis dit, tiens, elle est bien comme info. Et d'un coup, je me suis dit, mais il y a, si tu regardes, il y a Silva for Business, Silva Sales. En fait, c'est que des personnes. Voilà. Une partie, là, on ne parle pas du niveau de base, on ne parle pas du cours de base, mais les compléments qu'il y a eu,
c'était la plupart du temps pour des adultes, pour des personnes qui ont un business, pour des personnes qui bossent déjà. Donc, tu te dis, tiens, il y a quelque chose qui est assez intéressant et peut-être que c'est vrai que moi, je m'étais trop dit, non, mais il faut que ça touche un maximum et les jeunes, ça peut les intéresser. Mais effectivement, c'est peut-être pas à ce moment-là que ça les intéresse le plus et qu'ils ont peut-être besoin de mûrir, grandir sur plein de choses, faire leurs expériences pour un moment se dire, tiens, bah, ça m'intéresse. En tout cas, le retour, je l'ai trouvé hyper intéressant de la part de Ed. Et je voulais vous le partager. Aujourd'hui, donc, on va continuer nos réflexions sur la méthode. La semaine dernière, je vous ai introduit avec Lee donc, ce petit ouvrage, un Clinical Hypnothérapie, un bouquin de 68 par deux personnes qui sont connues dans le monde de l'hypnose, Spick et Le Gron. Très souvent, on revient sur le fait que c'est eux les initiateurs des signaux idéomoteurs, de l'exploitation des signaux idéomoteurs dans le cadre de l'hypnothérapie clinique. C'est vraiment un peu comme ça qu'on les présente, même si j'en parlais il n'y a pas longtemps. Pour les hypnos, hein, je vous donne un petit peu d'histoire. J'en reparlais avec Brice qui travaille énormément sur l'histoire de l'hypnose. Il dit, ouais, alors peut-être que c'est eux qui l'ont beaucoup développé et qui ont été un peu les précurseurs thérapeutiques de ça, mais Hellman l'utilisait déjà dans le travail et même en amont. Et là, en tout cas, c'est la réflexion que je m'étais fait. Le Cron, quand il parle des gestes idéomoteurs, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est demander au subconscient de donner un encodage. On encode quelque chose. On dit par exemple, bah, quand mon index se lève, ça veut dire oui. Donc je pose cette idée-là quand la personne elle est en alpha. On va le prendre avec des mots Silva et dire bah, dès que c'est un oui, mon doigt se lève. Donc je le conditionne. Je l'habitue. Et quand c'est un non, bah, ça peut être mon petit doigt. Allez, admettons. Donc là, j'ai un oui-non. Donc, c'est ça un signaling, c'est un signal idéomoteur. Ça permet, en gros, de ne pas trop conscientiser les choses et d'écouter ce que le subconscient pourrait éventuellement donner. Néanmoins, le Cron, quand il le fait, il parle du pendule. Vous connaissez, et là on peut recroiser avec la méthode. Hein. Lee nous en parlait quand on l'a fait Ultimate. Dans Ultimate, donc là où il passait 10 jours à faire... 10 jours, plus de 10 jours à faire plein de choses. Elle nous avait dit, on utilisait plein d'instruments et d'outils, et notamment le pendule, que vous connaissez certainement. Le pendule, pour des hypnos, c'est des mouvements idéomoteurs. Et le Cron, à l'époque, pendant ses sessions, utilisait le pendule pour des oui, des non, des peut-être, des je ne sais pas. En fait, il avait créé 4 caractéristiques. Ce qui est assez intéressant. Est-ce que toi, quand tu avais fait Ultimate à l'époque, comment vous utilisiez? Est-ce que tu peux nous dire, quoi, ou si tu te souviens, comment tu utilisais le… Ah ouais, moi je viens de te poser des questions qui te ramènent dans le passé. Est-ce que tu te souviens un petit peu comment vous l'aviez utilisé ou pas du tout? Oh là, c'était quand même en 92. Et depuis là, j'ai travaillé avec le pendule en hypnose. Donc, je sais qu'au départ, j'étais très surprise qu'il prenait ça comme quelque chose, parce que moi, je l'avais toujours associé avec les médiums, wou-wou. J'avais en fait déjà expérimenté un peu jeune, tu sais, avec le verre qui bouge et les lettres et tout ça. Et puis, j'avais rencontré un très vieux sage en Adélaïde qui était presque un illuminé. Il me dit non, il vaut mieux pas faire ça parce que… Ah ouais? Oui. Il dit, il disait, tu peux activer des esprits un peu méchants, mais finalement, c'est vrai que c'est pas très contrôlé cela. Mais et on n'a pas fait ça justement en Ultimate. Mais en Ultimate, on a fait les baguettes. Ouais. Les auras et le pendule. Et j'ai toujours le pendule que j'ai reçu de José Silva en cristal. Okay. Mais, comment on travaille avec, c'est pas trop compliqué. On a fait justement les bases. Mais, et là, je peux pas vraiment te dire. Non, c'était plus pour voir. Parce que, justement, n'oubliez pas, José était hypno. On a beaucoup dans les… Vous savez, le stéréotype de l'hypnotiste reste encore aujourd'hui
quelqu'un qui va t'hypnotiser avec un pendule. Souvent, les gens se moquent de cette idée-là, à dire ah, tu vas mettre un pendule et ça va regarder, je vais tomber en hypnose. C'est des stéréotypes donc qui quand même hyper associés à notre culture de l'hypnose. Jerry Kine, qui a été un élève plus ou moins direct de Dave Hellman, dans ses cours à l'époque, il nous enseignait à utiliser le pendule avec nos patients pour faire des oui-non. En fait, il nous enseignait à faire des signaux idéomoteurs avec le pendule. Et donc, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'à l'époque, donc la 68, les auteurs, notamment Leslie Lecron, lui, il expliquait, il n'utilisait pas encore trop les doigts, mais il utilisait toujours le pendule. Donc, le pendule, ça fait vraiment, vraiment partie du monde de l'hypnose. C'est normal que des anciens hypnotistes, comme a pu l'être José, l'aient utilisé et l'aient fait utiliser au-delà des cadres de base, quand il y avait des instructeurs, des personnes qui avaient un certain métier, parce que ça leur permettait aussi de trouver ce rapport à l'intuition. En tout cas, pour ceux qui connaissent un petit peu tout le travail avec les bâtons de sourcier ou même avec le pendule, il y a des personnes qui arrivent à détecter des zones où potentiellement on peut creuser pour avoir de l'eau. Et souvenez-vous, on en a parlé. Alors là, on revient il y a peut-être 70 numéros. C'était dans la biographie de José, où José expliquait qu'il y avait le remote control, non, où à l'époque, ils étaient en train de regarder s'il était possible, avec la méthode, ou avec en tout cas la projection subjective, de trouver des gisements de pétrole. Tu te souviens de cette notion-là dans le livre? Oui. Et en fait, si vous prenez un petit peu la manière plus mécanique de cette notion-là, c'est ce que va faire un sourcier ou quelqu'un qui est intéressé par les bioénergies, si vous connaissez ce terme-là, bioénergéticien, etc. Il va tester, il va laisser aller son intuition, parce qu'après, est-ce que c'est réellement la Terre qui rentre en vibration avec le pendule, ou est-ce que c'est, là encore, alpha, prise d'information, confiance dans l'information qu'on a, réception en fait. Et vu que c'est une réception de notre subconscient, on peut se dire, tiens, ici, il y a peut-être de l'eau, tiens, ici, il y a peut-être un gisement, etc. Et on retrouve en fait des éléments qui sont assez courants, qu'on voit autant dans la méthode Silva, avec moins d'outillage, qui était plus notre projection, mais qui peut être exactement considéré comme tel par un géobiologiste à un moment donné, à se dire, bah, effectivement, que ce soit mes baguettes ou que ce soit mon pendule, j'ai un retour intuitif. Et là, on reste bien dans notre notion d'intuition des éléments et donc de la prise d'information. Ce que je dis te semble cohérent par rapport à l'esprit Silva, de l'intuition, etc. Oui, tout à fait. Parce que même si à l'époque, comme Lara nous a expliqué, sa méthode était très mal vue par l'Église, on souhaiterait quand même et c'était respecté par la police. Parce que José lui-même a même eu des demandes de la police, des fois, quand il ne pourrait pas trouver qui était le criminel, etc. Et ils ont allé le demander parce qu'il avait des capacités de clairvoyance. Oui. Ah, génial. Ah ouais. Oui. En gros, il était un petit peu forensic researcher, quoi. Oui. Ah, c'est rigolo. D'accord. Oui, ah, je savais pas. Et moi, à la Laredo, plus qu'une fois, quand on nous faisait des cas, on faisait des cas pour les personnes manquantes, missing persons, pour trouver qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont accidentés, est-ce qu'ils sont simplement perdus. Et donc, voilà aussi. Donc, la police était au courant que les diplômés faisaient des travaux comme ça, quelquefois, mais tout discrètement. Hein? Bien sûr, ouais. Vous demandez, est-ce que vous pouvez faire votre truc? On a besoin d'aide, quoi. Ah, c'est assez amusant. Ouais, donc on est vraiment dans cette notion intuition, prise d'information. Après, hein, là encore, vous savez comment on est avec Lee. Il peut y avoir des résultats. On n'est pas en train de vous dire que c'est la méthode miracle, que c'est vrai, que ça se passe à chaque fois, qu'on a toujours les bonnes infos, etc. Mais c'est intéressant de se dire que, au cas où, c'est toujours un élément qui peut être exploitable. Ça peut donner un indice, une info en plus qui pourrait aider.
Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais je me souviens, moi, ça m'avait étonné dans le bouquin, ce moment de recherche où ils étaient vraiment en train d'exploiter tout ça pour des gisements de pétrole. Je m'étais dit, tiens, c'est assez amusant. Et ça a été assez hors Silva. Je sais que pendant les années 50-60, notamment pendant malheureusement, entre guillemets, il y a eu les expériences MK Ultra, qui étaient des expériences un petit peu dures, même pas un petit peu dures, hein, ils voulaient créer des soldats, donc ils brainwashaient, ils lavaient l'esprit de personnes, ils les conditionnaient, etc. Néanmoins, là, c'est le côté obscur de la force, hein. Mais le côté intéressant, c'est qu'ils se sont posés énormément de questions sur tout ce qui était. Alors là, on va utiliser le mot plus classique de PES dans la notion pouvoir extrasensoriel de façon générale et voir justement si, alors c'était pas pour du pétrole, c'était savoir est-ce qu'il y a des espions, est-ce qu'il y a de l'armement, est-ce qu'il y a plein de choses. Ça a été une grande guerre entre les Américains et les Russes. Les Russes avaient des personnes assez incroyables. Ils ont une grosse faculté un peu, j'allais dire mystique, mais ils ont énormément de processus. Le KGB travaillait énormément sur tout ce travail-là de voir si… En gros, c'était un peu une guerre parapsychologique, parapsychique, c'est pas comment on pouvait l'appeler. Et donc, d'un côté, il y avait MK Ultra du côté américain, qui n'a pas donné que du bon, hein, clairement. Et de l'autre côté, il y avait le côté KGB, quoi. Le KGB gérait ça chez les Russes. Et il y a eu ça jusqu'à, je pense, les années 80. Donc, ce qui est assez cool, c'est de se dire que… en prenant ça en positif, hein, parce que j'imagine toute la souffrance qu'ils ont fait endurer à des gens, malheureusement, mais il y a eu une vraie recherche un petit peu poussée, financée par le gouvernement américain, par la CIA, par le FBI, par le KGB du côté. Et il y avait un vrai investissement. Ils se disaient, si on peut avoir de l'info, si on peut justement retrouver un criminel ou retrouver un espion chez quel truc, pourquoi pas le faire, tu vois. Alors, c'est assez amusant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est obsolète. Alors, peut-être qu'il y a encore des missions ou des personnes qui font ça, mais ça a été hyper développé dans les années entre la guerre froide. Hein. Pendant quasiment toute la guerre froide. Tout à fait. Bien qu'ils disent qu'ils ont arrêté maintenant, le gouvernement avait toute une mission qui s'appelait Stargate, où en fait, ils formaient les gens pour faire remote viewing, perception à distance. Exact. Ouais. Donc, vous voyez… alors ça peut être un des trucs intéressants que vous pouvez vous amuser à faire. Moi, je reprends beaucoup Robert B. Stone. Vous savez que j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Et notamment dans un des livres que Lee vous vend, qui est le vert là. Pouvoir extrasensoriel, je crois qu'il s'appelle. Oui. Ouais. Si vous aimez bien un petit peu vous faire des expériences avec toute votre base de méthode Silva, ça pourrait être d'ailleurs marrant, tu vois, je pense à ça. Je pense que je vais le reprendre et on va se le résumer, le PES. Certains aspects, on ne va pas tout faire, hein, mais il y a certains aspects, je pense qu'il peut être sympa. Et notamment, il explique des choses très sympas comme aller voir ce qui se passe ailleurs, sortir un petit peu pour prendre de l'info, etc. Ça reste nos cas, mais dans des cas différents. C'est-à-dire, c'est pas pour soigner quelqu'un, c'est pas pour avoir de l'information sur quelqu'un et l'accompagner, c'est pour aller voir ce que fait quelqu'un à un moment donné, voir si on peut avoir une intuition, une information. Chose dont on a parlé avec Lee, souvenez-vous, et là on revient sur la facette business, la veille d'un entretien avec quelqu'un, se dire, tiens, je vais déjà discuter avec cette personne-là, d'un point de vue subjectif, pour dire salut, je m'appelle Pan, j'aimerais ce poste-là, je suis motivé pour être telle chose, qui au bout du compte retrouve un petit peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est une préparation perso qui nous permet de faire du bien ou est-ce que ça a un réel impact sur la personne? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de conclure. Nous, on peut que vous dire, ça existe. Et tu vois, je trouve que tout ça, c'est intéressant de le voir de plein de facettes. Mais je trouve que Robert, il était, en tout cas, moi, des bouquins que j'ai lus et des peu de vidéos que j'ai vues où je l'ai trouvé terriblement drôle, il avait vraiment quelque chose où il sortait un petit peu du cadre que nous, on connaît de Silva. Il a juste, en fait, ouvert à fond ce que Silva proposait déjà, mais où nous, souvent, on reste dans nos petites cases et on dit « Ah ben non, mais j'utilise ma projection pour faire telle ou telle chose, mais je ne vais pas aller voir ce qui se passe chez mon père, chez ma mère. Genre, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que ma soeur va bien? Est-ce que mon frère va bien? Est-ce que mon chien va bien ?» Communication animale, tu vois, tous ces trucs-là. Alors, Robert, lui, tu sens que
il est en roue libre, hein, il fait ce qu'il veut, il s'amuse, etc. Et je pense que c'est un très, très bon. Moi, j'ai adoré ce bouquin-là. J'ai testé plein de choses. Hein. Je prenais chaque exo, je les ai. Je dis, je vais tester ça, ça, ça. Et j'ai eu des trucs étonnants, vraiment étonnants. À dire, savoir ce que faisait quelqu'un à un moment donné, voir le livre qu'il lisait. Tu vois, des choses qui sont. Tu dis, je suis chez moi et je peux. Alors, je pouvais pas te dire exactement, tiens, c'est clinical et hypnothérapie, mais je pouvais te dire, tiens, tu tiens un livre orange, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'il était sur ton lit et que la personne te dit, bah oui. Et oui, il y a un livre orange, tu n'es pas allé chez lui, tu ne sais même pas comment c'est chez lui, tu vois. Ça, c'est assez amusant. Tout ça pour dire, en gros, que les phénomènes idéomoteurs qu'on appelle en hypnose, vous les retrouvez dans la méthode Silva de façon un petit peu différente, mais qui est toujours sur le même principe, c'est-à-dire aller prendre de l'information. Ça semble cohérent, juste ce que je dis. Sans faire justement la soi-disant projection astrale. Ouais. Sans faire j'ai toujours des gens qui me demandent est-ce que je peux apprendre ça avec Silva, mais non, on n'a pas besoin. Tu peux faire exactement la même chose sans toute cette idée de quitter le corps, voyager quelque part. Non. Donc, bravo. Ouais, exact. Alors, effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes désirent, cette espèce de projection en dehors du corps. La question est de savoir pourquoi. Si vous pouvez avoir les mêmes résultantes en étant simplement en alpha, pourquoi sortir du corps? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que ça m'allège, parce que je veux rencontrer des choses, etc. Je le comprends. Mais là encore, pourquoi aller dans cet état-là alors que vous avez déjà un état qui vous le permet? Après, c'est vraiment une question à se poser. Hein. C'est ni bien ni mal. Hein. C'est vraiment quelle est la motivation derrière? Est-ce que c'est dire, moi, je fais des sorties de corps? Ou est-ce que c'est vivre une expérience qui s'approche de ça pour vous permettre quelque chose? Et là encore, c'est là où j'aime bien la méthode, c'est pour un Silva, c'est plutôt de se dire, je vais pouvoir utiliser pour un objectif déterminé et pas simplement pour me dire, je l'ai fait. C'est un petit peu comme nous en hypnose où on dit aux personnes, oui, tu peux faire une régression en vie antérieure, c'est bien, c'est un voyage, c'est du tourisme, Lee aime bien cette notion-là. Tu peux faire un between life entre deux vies, c'est bien, ça peut être une découverte, mais c'est quand même plus intéressant quand tu as une problématique, quand tu as des choses que tu veux comprendre, quand tu as des choses où il y a une intention et quelque chose d'utile. Et je trouve que ce principe de on ne fait pas des cas pour déconner, pour jouer, mais on fait parce que les personnes ont besoin de quelque chose. Et toujours avec cette intention d'aller vers quelque chose, je trouve que c'est sain et on est moins dans la découverte, mais on peut découvrir au travers de quelque chose qui est utile. C'est un peu ce lien-là qu'il faut garder en tête. Ok. Je suis parti complètement sur autre chose. C'est pas grave, on est reparti. Donc, dans ce que j'introduisais la semaine dernière, la partie qui m'a semblé très intéressante et que je pense qu'on peut vraiment, là, sur la deuxième partie, on va surtout en parler, c'est nos problématiques psychosomatiques. Donc, si on devait définir un petit peu alors, j'aime pas le mot maladie, mais on va dire problématiques psychosomatiques, c'est que on suspecte que l'esprit, la psyché, puisse avoir un impact sur le corps. D'accord? Donc, on reprend les principes de Silva. S'il y a beaucoup de stress, il se peut que ton corps soit impacté par ce stress. Tout à chacun, on est différent par rapport à la gestion du stress et ça ne va pas impacter les mêmes zones. Il y en a, exemple tout bête, qui ont du mal à dormir, qui ont des maux de tête. Il y en a qui vont avoir des maux d'estomac, vont avoir des remontées gastriques. Il y en a qui vont avoir les jambes qui bougent tout le temps. En fait, chacun a des faiblesses à l'intérieur de nous. On a des trucs forts, on a des trucs moins forts. Donc, l'expression d'une pathologie associée à une problématique psychique, elle ne peut pas être préétablie. Alors, on sait qu'il y a des disciplines qui tentent de faire des associations, ce qu'on appelle communément en France le décodage biologique, notamment, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'adore l'idée, mais j'y adhère pas forcément pour un truc tout bête. Chaque personne est différente et comme je pense que vraiment on a des faiblesses qui sont différentes, on ne peut pas dire oui, bon, bah, tu as ça et ça signifie que. Je trouve que c'est un peu trop simple, même si c'est c'est séduisant. Tu vois, se dire j'ai mal au côté gauche qui est mon côté yin,
donc mon côté féminin qui a un problème et que c'est en haut, donc c'est peut-être associé à ma mère qui va. C'est sympa, tu vois, ça nous donne déjà des idées. Mais pour un Silva, je trouve qu'il est bien plus intéressant d'aller dans l'instant présent, de faire sa projection et d'aller dans l'intuition qu'il a, plutôt que de présupposer, sachant que la présupposition peut être une suggestion. Ouais. Et là, c'est un peu problématique. Est-ce que tu as déjà vu, observé des personnes qui aimaient bien le décodage biologique, ou acheté des bouquins dessus, et qui étaient influencés par ce qu'ils avaient déjà vu en amont, déjà lu dans le décodage biologique, plus que ce qu'ils étaient en train de percevoir? En gros, biais de confirmation, je me dis que cette problématique psychosomatique vient de telle chose, mais parce qu'en amont, j'ai déjà mon script qui est fait, à la place d'être en réception, on est plutôt en auto-émission ou en auto, on est en train de se valider. Est-ce que ça, tu l'as déjà vu ou observé? Oui, bien sûr, mais pas simplement avec décodage biologique, parce que bien avant cela, il y avait Louise Hay qui avait une documentation pour chaque maladie, chaque partie du corps correspondait. Exact. Et Louise Hay était un des premiers diplômés Silva, justement, de commencer à... Si, Louise Hay était diplômée Silva. Oui, tu me l'avais dit. Non, mais c'est vrai, j'avais zappé. Tu me l'as dit à l'instructeur, ça. Oui, Louise Hay. Alors, vous connaissez peut-être pas Louise Hay. Donc, c'est Louise Hay. H-A-Y-E. Oui. Et qui a formé Hay House, qui est une énorme société de publication des livres aux États-Unis, plus des audios et tout ça. Donc, elle a vraiment commencé un truc énorme. Mais au départ, elle souffrait de cancer et elle s'est guérie de cancer avec la méthode Silva. Eh ouais, mais tu m'en avais pas. Tu vois, je l'ai oublié. Alors, il faut voir que Louise Hay, c'est quand même, on va dire, une des pionnières vraiment de la notion de développement personnel. C'est la mamie du développement personnel. Vraiment, c'est celle qui a... Elle a, comme tu dis, avec sa maison d'édition et tout, si vous avez si vous aimez bien lire, n'hésitez pas à lire ses ouvrages, ils sont hyper positifs. Là, si vous voulez avoir un petit shoot de trucs un peu sympas, c'est un petit peu vieilli, mais sur la plupart des choses, c'est hyper agréable. D'accord. Et Louise, donc, était à ce moment-là Silva. D'accord. Tu vois, je l'oublie souvent. Je sais que tu me l'as dit, mais tu vois, c'est quelque chose que j'avais zappé. Et elle avait déjà fait un listing. Et effectivement. Oui. Et dans le listing, c'était pas simplement voilà la maladie, voilà d'où ça vient, justement, physiquement, mais il y avait aussi, pour chaque problème, il y avait une suggestion ou une phrase positive qu'on pourrait se dire pour accomplir. Alors, là aussi, évidemment, moi, je trouve que c'était bien d'avoir une idée des possibilités pour aller chercher, mais il ne faut pas prendre ça comme une Bible quand même. C'est ça. Moi, c'est un petit peu le truc qui me turlupine. Vraiment, je suis le premier à avoir adoré le décodage bio. Je voulais me former à l'époque, etc. Mais je ne sais plus, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai lu plein de bouquins. Et j'adore. Le problème, c'est que maintenant, avec un peu de recul, je me dis, ça nous suggère tellement de choses qu'il est difficile après d'être apte à s'écouter parce qu'on se dit, ah ouais, mais quand même, tu vois, ne serait-ce que c'est mon côté droit, c'est mon côté gauche, c'est devant ou derrière, c'est actif ou passif, il y a tellement de stéréotypes qu'on a mis en place, tu vois, le fameux en français genou, un lien entre le je suis et le nous ensemble. T'es gentil, mais ce que je disais souvent aux copains, je dis ok, mais les Anglais ils disent ni. C'est quoi avec ni? Alors après, on dit oui, mais c'est la langue des oiseaux. Donc la langue des oiseaux, il y a un sens. Tu vois, après, je trouve qu'on est trop en train de rentrer dans des éléments. Ça reste des indices intéressants. Tu vois, toujours se dire, tiens, peut-être que ça signifie ceci, cela. Les Chinois le faisaient déjà à l'époque, la médecine chinoise, sous-entendre que tel organe est associé, par exemple, à feu et élément feu. Donc, peut-être que là, tu as une pathologie parce que feu est en train de diminuer, qu'il y a un peu trop bois, il n'y a pas assez bois, etc. Et on avait les mêmes process, en fait, ce qui est hyper intéressant. Mais ça nous sous-entend un paquet de trucs. Ce que la méthode, en tout cas, moi, comme je l'aperçois et je le travaille en PES, dit plutôt allez vers votre intuition, allez écouter. Ça ne veut pas dire que vous aurez raison, mais la projection que vous allez faire va être dans l'ici et maintenant. Et moins vous allez avoir de filtres, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les cas ont fait en sorte de ne pas vous donner d'infos autres que telle personne à tel endroit, tel âge. Voilà, dis-moi ce que tu vois.
On n'est pas en train de dire elle a un problème qui est à gauche. Non, on ne dit rien du tout, justement pour laisser aller cette intuition. Or, on sait que dès qu'on donne un peu trop de suggestions, on oriente les choses. Il suffit que tu… déjà, même, il y a des moments, je me dis, quand tu donnes l'âge de certaines personnes, que tu le veuilles ou non, tu sais qu'il y a certains types de pathologies qui arrivent à un certain âge. Donc, tu orientes déjà à ce moment-là. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Bref, donc, on va s'arrêter là. On va passer à la deuxième partie. Gardez bien en tête, là, on va papoter de toutes les problématiques psychosomatiques, cette notion où la psyché impacte le corps. Juste pour finir, pensez également, parce que ça, c'est mon côté un peu terre à terre, il y a des moments, j'entends les personnes, mes partenaires en séance et tout, qui parfois me disent « Oui, mais la tête dirige tout et c'est juste un rapport, j'ai créé ça avec ma tête. » Néanmoins, si la tête impacte le corps impacte la tête. Il ne faut pas nier ça aussi. C'est un cycle complémentaire. On est parfois orgueilleux à se dire « Oui, mais avec ma tête, je peux tout gérer. Avec ma visualisation, je peux tout faire. » Non, non, non. On ne dit pas que ce n'est pas possible. On dit juste que le fait que peut-être ta tête a créé quelque chose dans ton corps et que ton corps, maintenant, il n'est pas bien, ben, il va créer des choses dans ta tête. Et ça va être… Il faut aussi prendre ça en compte. Il y a des réalités. Quand on commence à avoir des pathologies et que d'un coup, ça va travailler sur nos hormones, par exemple, au départ, il n'y avait rien. On a créé un truc qui a déséquilibré et on sait qu'une hormone, c'est un peu du qui tout double. On peut d'un coup switcher, changer, se transformer en 20 minutes. On est plein d'hormones et c'est pas cool. Donc, l'impact que ça va faire sur la psyché, il faut aussi le prendre. Pensez toujours, j'ai un impact de ma psyché sur le corps, mais la soma, le corps, a aussi un impact sur la psyché. Et il faut toujours prendre en compte ces deux aspects-là. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Bon, on s'arrête sur cette première partie. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook si tout le monde y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Big One et à tout de suite.